Bonjour Philippe Bouvard. Bonjour. Mais qui êtes-vous Philippe Bouvard? Un journaliste, un animateur, un penseur, un moraliste, un écrivain? Alors je suis, selon un néologisme que j'ai forgé à mon propre usage, un humoraliste. En fait, je suis un multicarte, comme on dit chez les VRP. Oui, ça veut dire que vous étiez d'abord évidemment journaliste, mais très tôt vous avez eu envie d'écrire comme ça des idées, des choses qui vous passaient par la tête. Oui, alors sauf qu'il y a eu deux périodes dans des œuvres qui encore aujourd'hui sont tragiquement incomplètes. D'abord, une époque où je tirais à la ligne, c'est-à-dire que avec un demi-feuillet, j'en faisais 4 ou 5. Et puis, la dernière époque que j'ai abordée depuis quelques années, où c'est la tendance inverse. J'essaye, avec 3 feuillets, de faire 3 lignes. Oui, vous faites même parfois moins. Je vous cite, il y a pire que de n'avoir pas d'idée générale, c'est de n'avoir que cela. Oui, et ça, c'est quelque chose qui me concerne. Non, parce que, attention, il y a beaucoup de mea culpa. Oui, il y a beaucoup d'autodérision derrière tout ça. Beaucoup d'autodérision, parce qu'il faut se moquer de soi et ne pas laisser ce soin à des gens qui sont moins bien intentionnés. Oui, mais il y a une sorte de moralisme. C'est-à-dire, vous aimez admirer ou regarder vos contemporains. Oui, enfin, moraliste, faut pas exagérer non plus, mais l'âge venant, je me suis dit que je ne pouvais pas paraître tout accepter. Alors, il y a un moment pour la rigolade, et puis tout de suite après, il faut dire aux gens, et notamment aux jeunes, mais enfin, comme les jeunes, ils lisent de moins en moins, mes écrits peuvent pas leur faire de mal, il faut leur dire que, attention, parce que là, c'est les nouvelles tendances, mais elles sont parfois dangereuses. Oui. Et puis après, on passe à une autre rigolade. C'est ça. Mais vous dites, par exemple, le moraliste se trompe plus souvent, mais moins longtemps. Parce qu'évidemment, c'est très court. Oui, mais la concision, finalement, c'est une qualité, surtout aujourd'hui où on a de moins en moins de temps à consacrer à la lecture. Mais alors, vous dites, par exemple, alors là, je vous cite dans ce livre « 1001 pensées » publié au Cherche-Midi, vous remarquerez qu'en couverture, je me suis déguisé en chinois, mais en chinois pour la sagesse. C'était pas encore l'époque où les Chinois rachetaient nos aéroports. C'est ça, voilà. Donc, vous ne rachèterez rien, Philippe Bouvard, mais vous dites par exemple, il faut prendre le public par la main et puis vite aller laver les siennes. Donc ça, c'est pas gentil pour le public. Non, mais alors, de temps en temps, il y a des horreurs. Oui. Mais je les assume. Oui. C'est aussi fait pour des gens méchants qui n'ont pas le temps de l'être et qui délèguent ce soin à votre serviteur. Oui, les animateurs de télévision sont recrutés pour l'absence de bagages leur permettant d'être plus rapides que les gens plus cultivés qu'eux, qu'ils invitent afin de leur couper la parole. Oui, mais c'est vrai, vous ratifiez, non? Oui, c'est vrai. Mais attendez, c'est quelque chose qui est très important et que parfois j'ai souligné au public. Parce que de couper la parole quand on a juste son certificat d'études à un prix Nobel, ça pourrait friser l'impolitesse. Or, c'est si on le laissait parler alors qu'on ne comprend plus ce qu'il dit, que ça deviendrait impoli à l'égard des gens qui regardent et qui écoutent. Donc, notre politesse, c'est une certaine impolitesse. Oui, mais vous dites que pour certaines émissions, les animateurs sont très payés, mais c'est le public qui n'est pas assez payé. Oh, parfois, il est payé aussi, oui. C'est un autre exemple, vous dites « Interview d'artistes à la télé, le plat pays des questions oiseuses baigne dans l'océan des réponses sans intérêt. » Oui. Bon, mais ça aussi, c'est le mea culpa. Aujourd'hui, on donne à trop de gens la parole pour que ce soit passionnant. Mais il faut admettre qu'il y a des gens très simples qui parlent très bien et que notamment dans les campagnes, on a gardé une certaine verdeur de langage et un goût du beau langage. Oui, le goût du beau langage et des interviews d'artistes avec des questions oiseuses. Voici les années Philippe Bouvard, c'est un coffret de 3 DVD. Alors on y trouve évidemment la version télévision des grosses têtes, mais on y trouve aussi 10 de Der, Samedi soir, Le Petit Théâtre de Bouvard, toutes les émissions que vous avez animées. Mais pas toutes, parce qu'il y aura un deuxième DVD où il y aura toutes celles qui ne figurent pas. Vous savez, j'ai occupé le terrain pendant plus de 50 ans.
Et souvent avec des émissions quotidiennes, en tout cas hebdomadaires. Ça finit par faire beaucoup de souvenirs, beaucoup d'images. Beaucoup de souvenirs à travers... Alors, 10 de Der, par exemple. Alors, on va chez Maxime, vous invitez, c'est la télévision en noir et blanc, il n'y a qu'une chaîne de télévision. Maxime, à l'époque, c'était le restaurant le plus célèbre du monde. Et les gens qui nous regardaient et qui habitaient souvent la province étaient très flattés de pouvoir avoir leur couvert dans ce restaurant, surtout qu'ils se trouvaient en compagnie des gens les plus connus. Et des gens les plus connus dont j'avais la faiblesse de penser que sans moi, ils ne se seraient jamais rencontrés. C'était des bons moments pour moi avant d'être, je crois, des bons moments pour le téléspectateur. Ce sont des moments d'anthologie, en tous les cas désormais. Alors on voyait Jacques Chazot, Alice Sapriche, Thierry Luron. Il y avait des habitués quand même, hein? Oui, bien sûr. Il y avait Chazot, notamment, avec qui j'entretenais une amitié en camarade et avec qui je faisais des dialogues improvisés. Mais il n'y avait pas de problème parce que il n'y avait pas la législation et les contraintes qui, aujourd'hui, nous mettent un bœuf sur la langue quand on veut aller un peu plus loin que le politiquement correct. On pouvait tout dire. Oui. On pouvait raconter des histoires mettant en cause toutes les communautés, mais gentiment, parce qu'on était là pour égratigner et jamais pour blesser. Vous n'hésitiez pas à égratigner quand même vos interviewés. Hein, vous avez une interview avec Mireille Mathieu, c'était très drôle. Elle vous annonce qu'elle va se marier, des choses comme ça. Oui, Mireille, c'était une bonne cliente. Surtout que, je lui disais des horreurs, mais elle ne se vexait pas le jour même. Il fallait qu'on lui explique et que le lendemain... mais alors, moi, je l'avais oublié, elle revenait. Et puis, c'est vrai que les chanteuses disent beaucoup de bêtises. Oui. Mais elles disent beaucoup de bêtises parce qu'on leur donne la parole. Et que la parole sans musique accentue le dénuement intellectuel. Oui. Vous aviez un moment, une chanteuse, je crois que c'était Gigolia Cinquetti ou quelque chose comme ça. Elle est au milieu, vous êtes avec un autre de vos compères et vous discutez tous les deux pour parler d'elle, mais vous ne lui donnez jamais la parole, finalement. Oui, mais ça, c'était un signe de gentillesse de ma part, puisque chaque fois que je lui donnais la parole, c'était à son détriment. Et je le regrette. Et d'ailleurs, en plus, elle ne m'en a pas voulu, parce que... Petite anecdote. Je me moque d'elle pendant plus de 40 ans. Et un jour, je reçois un carton de l'Élysée me disant « Vous êtes convié à la remise de la rosette de la Légion d'honneur à Madame Mireille Mathieu. » Et je me dis « je vais y aller, c'est gentil qu'elle ait pensé à moi, mais il va y avoir le tout Paris, on va être 200. » Eh bien, il y a juste la famille et moi. Ah oui. J'ai trouvé que ça avait un panache fabuleux. Oui. Alors, Salvador Dali, dans votre émission, il est étonnant. Ah oui. Hein, il vous dit... Je viens à la télévision, mais c'est que des idioties, la télévision. Oui, non, mais il est absolument inattendu. Il a l'air d'être fou comme ça. Or, c'est un comique parfaitement calibré. Il maîtrise la langue française, qui n'est pas sa langue maternelle. Et on croit qu'il va déraper, que la dérive est totale. Et à la fin, il y a une pirouette qui montre qu'il maîtrise parfaitement son sujet et que c'est un très grand comique. Simplement, au bout de quelques années de fréquentation, je m'étais aperçu de sa jubilation intérieure qui se traduisait par un frémissement de la lèvre supérieure. Et là, je me disais, il se fout de nous. Mais vous prévenez avant les interviews, il vous disait, voilà, vous pouvez poser des questions que vous voulez. Non, mais comme il a été mon premier interviewé, j'étais à la fois très admiratif, parce qu'il avait un grand talent, mais aussi très inquiet. Et donc, je me suis pointé avant l'émission pour qu'on accorde nos violons. Il m'a dit, vous en faites pas. Vous me posez n'importe quelle question, de toute façon, je réponds à côté. Oui, c'est pas ça qui vous rassure. C'est ça. Alors, évidemment, il y a le petit théâtre de Bouvard. Vous avez vu l'émergence d'humoristes extraordinaires. Vous faites des tournées triomphales. Tout ça, c'est dans ces DVD. C'est quoi, finalement? Vous avez toujours tendu la perche, finalement, aux artistes, aux autres? Alors, il y a deux périodes. Une période où je me suis préoccupé de moi. Et puis, assez vite, à partir de 40 ans, est venu le souci de mettre en valeur les autres et de trouver de nouveaux talents
aussi bien dans le spectacle que dans le journalisme. Et là, j'ai eu de grandes satisfactions parce que je suis tombé parfois sur des gens de grand talent qui ne m'en voulaient pas plus tard de les avoir aidés. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait le point de départ de ça? Vous vous disiez, là, il y a quelque chose, il y a un type Oui, qui a alors une idée. je partais d'un postulat qui est très subjectif et qui va faire rire certains. Je disais, ce qui me procure du plaisir procurera du plaisir aux Français. Et à partir du moment où quelqu'un me faisait rire, je disais, j'achète. Parce que je voyais tous les sketchs avant de les diffuser, ce qu'on ne fait pas toujours aujourd'hui dans les émissions de découverte. Donc, je me suis fié simplement au fait que, au moins, sur le plan d'une certaine culture et d'une certaine rigolade, je m'identifiais aux Français moyens. Oui, et ça, c'est une grande fierté pour vous. Oui, enfin, avec tout ce que ça peut comporter de grivoiserie, Oui. de faiblesse, parfois de petites méchancetés, mais j'assume. Oui, et alors, dans ce DVD, il y a évidemment les grosses têtes sur TF1, avec des Sim, des Carlos, Alors, des rien à voir avec extraordinaires. le concept de la radio, mais nous avons pendant 5 ans, et parfois tous les samedis soirs, enfin 2 samedis soirs par mois, et c'était une responsabilité et une pression formidable, nous avons écrit entre 16 et 20 sketchs et chansons chaque fois. Donc il n'y avait plus place pour l'improvisation, mais on faisait du spectacle, et du spectacle populaire, comme je crois, on n'ose plus en faire aujourd'hui. On a besoin de rire comme ça. Votre rire, Philippe, est tellement célèbre. Votre rire fait rire aussi, hein? Il paraît que quand je ris, je ressemble à un sac de noix. Pourquoi vous vous secouez comme ça quand vous rigolez? Parce que vous savez, le rire, c'est physiologique. Et alors, le rire, c'est pas qualitatif. C'est-à-dire qu'il y a des dames qu'on fait autant rire en leur chatouillant les doigts de pied qu'en leur lisant Jules Renard. Mais vous riez tous les jours, vous riez tout le temps, Philippe. Je ris un peu moins parce que l'âge vient, parce que je perds quelquefois mes amis, parce que l'avenir m'inquiète, parce que je sais que un jour tout ça cessera. Ouais. Mais il m'arrive encore de rire, oui. Ouais. Mais vous dites là dans ce livre, la mort, c'est parfois la seule occasion pour certains de se rendre intéressant. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens dont on ne parle que quand ils ont passé l'arme à gauche, mais j'ai vis-à-vis de la mort une distance prudente. Bon, j'essaie de pas trop en parler pour pas me rappeler à l'attention de la grande faucheuse. Et je crois à l'immortalité. Alors ça va vous surprendre, mais pour moi, l'immortalité, c'est de croire qu'on est immortel tant qu'on n'est pas mort. Et actuellement, je suis immortel. C'est vrai. Allez, je vais vous citer une dernière fois une phrase pas possible, comme ça fera une très mauvaise fin d'émission. Vous avez dit, à partir d'un certain âge, la sexualité devient plus cérébrale, il faut titiller la matière grise si l'on veut obtenir la matière blanche. Oui, alors là, je vais un peu loin, hein. Je me demande si aujourd'hui j'écrirais encore ça. Cela dit, hélas, c'est la vérité. Merci beaucoup, Philippe Bouvard. Merci à vous.